dans les hauteurs cossues de Neuilly-sur-Seine, où les villas rivalisent de luxe et où le silence des jardins à la française est seulement troublé par le ronronnement discret des voitures de luxe, se dressait la demeure d'Alexandre Laurent, un empire à lui seul. À 48 ans, cet homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier avait bâti une fortune colossale dans l'immobilier de prestige. Ses tours de verre dominaient Paris, ses hôtels particuliers se vendaient à des princes du Golfe, et son yacht, amarré à Saint-Tropez, portait son nom en lettres d'or. Pourtant, derrière ses murs de marbre blanc et ses plafonds à caissons, Alexandre vivait avec un vide qu'aucun contrat de plusieurs millions ne pouvait combler. Sa femme Claire était morte 10 ans plus tôt d'une maladie fulgurante, le laissant seul avec leur fils unique, Théo, aujourd'hui âgé de 12 ans. Théo était tout pour lui. Un garçon aux yeux verts comme ceux de son père, aux cheveux bouclés qui retombaient sur son front quand il se concentrait sur ses partitions de piano. Alexandre l'élevait avec une tendresse maladroite, entouré d'une armée de gouvernantes, de chauffeurs et de cuisiniers. Mais il y avait une présence plus discrète, presque invisible, qui veillait sur cette maison depuis 8 longues années, Sophie Moreau, sa femme de ménage principale. Sophie arrivait chaque matin à 6 heures précises, ses cheveux châtains attachés en chignon strict, son uniforme bleu marine impeccable, malgré les années de lavage. À 42 ans, elle avait le visage marqué par des nuits trop courtes et des soucis trop lourds. Mais ses mains fines et ses gestes précis transformaient le chaos en ordre parfait. Elle polissait les rampes d'escalier en acajou, astiquait les miroirs vénitiens du grand salon, changeait les draps de soie égyptienne dans la chambre de Théo, sans jamais faire le moindre bruit. Alexandre la croisait parfois dans les couloirs, lui adressait un simple hochement de tête ou un « Bonjour Sophie » distrait avant de plonger dans son téléphone. Pour lui, elle n'était qu'une employée parmi d'autres, loyale, efficace, interchangeable. Il ignorait tout de sa vie. Le petit appartement humide à Gennevilliers, où elle rentrait épuisée, les factures qu'elle payait en retard, et surtout le secret qui brûlait dans sa poitrine depuis 13 ans. Ce secret avait commencé par une nuit d'orage, 13 ans plus tôt. Claire était déjà très malade, alitée dans la chambre du premier étage, perfusée jour et nuit. Alexandre, rongé par l'impuissance et la solitude, avait craqué. Et Sophie, alors âgée de 29 ans et engagée temporairement pour aider pendant la maladie de madame, était là tous les soirs. Un soir de pluie battante, après avoir aidé Claire à boire son infusion, Sophie était descendue dans la cuisine. Alexandre s'y trouvait, un verre de whisky à la main, les yeux rougis. Ils avaient parlé d'abord de la maladie, puis de la vie, puis du vide. Une parole en entraîna une autre, une main effleura une épaule, et ce qui n'aurait jamais dû arriver se produisit dans la pénombre du salon bleu. Une seule nuit, une erreur passionnée, désespérée. Sophie était repartie chez elle au petit matin, le cœur en tumulte. 2 mois plus tard, le test de grossesse avait confirmé ce qu'elle redoutait. Elle portait l'enfant d'Alexandre Laurent. Claire, malgré sa faiblesse, avait tout découvert. Un courrier médical oublié, un regard fuyant de Sophie. Au lieu de la chasser, elle avait convoqué la jeune femme dans sa chambre. « Je ne peux pas avoir d'enfant, Sophie. Les médecins sont formels. Mais toi, tu portes la vie que nous désirons tant. » La proposition avait été claire, froide, presque clinique. Sophie donnerait naissance, Claire élèverait l'enfant comme le sien. Il simulerait une grossesse avec des prothèses, des mensonges aux amis, aux médecins complices. En échange, Sophie recevrait une somme qui changerait sa vie et pourrait rester à la villa comme employée pour veiller discrètement sur l'enfant. Alexandre ne saura jamais. Pour lui, ce sera notre miracle. Sophie, orpheline, sans ressources, avait accepté les larmes aux yeux, larmes aux. Elle avait signé tous les papiers, renoncé à ses droits légaux et porté ce secret comme une croix. Théo était né un soir de décembre dans une clinique privée des Yvelines. Claire avait orchestré chaque détail. Fausse entrée en salle d'accouchement, déclaration à l'état civil comme enfant de Claire et Alexandre Laurent. Sophie avait tenu son fils quelques minutes seulement, le temps de sentir son odeur de lait et de nouveau-né, avant qu'on le lui enlève. Elle était restée. D'abord comme aide-soignante pour Claire mourante, puis comme femme de ménage permanente une fois la veuve installée. Chaque jour, elle avait vu Théo grandir. Ses premiers pas dans le hall de marbre, ses premiers mots « papa », ses premiers dessins scotchés sur le frigo. Elle avait ramassé ses jouets cassés,
soigner ses genoux écorchés en cachette, préparer ses gâteaux préférés au chocolat quand la cuisinière était en congé. Pour Théo, elle était Madame Sophie, la gentille dame qui sentait toujours le citron et la lavande. Pour Alexandre, elle restait transparente. Les années avaient passé dans ce mensonge parfait. Sophie vivait pour ces instants volés. Quand Théo rentrait de l'école et lui racontait sa journée en grimpant sur un tabouret de la cuisine pendant qu'elle épluchait les légumes. Quand il était malade et qu'elle restait à son chevet la nuit, prétextant une insomnie pendant qu'Alexandre dormait dans l'aile opposée. Elle avait vu son fils devenir un petit garçon sensible qui jouait du piano avec passion et rêvait de devenir pilote de ligne. Elle avait pleuré en silence le jour de ses 10 ans, quand il avait soufflé les bougies en souhaitant « que maman me voie du ciel ». Jamais elle n'avait réclamé plus. Jamais elle n'avait osé briser la vie qu'elle avait elle-même offerte à son enfant. Mais ce lundi matin, pluvieux de mars, tout bascula. Alexandre rentrait d'un voyage d'affaires catastrophique. Un contrat de 150 millions d'euros venait de lui échapper à cause d'un concurrent chinois. Il claqua la porte d'entrée, jeta son manteau sur le canapé et monta directement dans le grand salon. Sophie y était, perchée sur un escabeau, en train de nettoyer les hautes vitres qui donnaient sur le jardin. Ses mains tremblaient légèrement de fatigue. Elle n'avait presque pas dormi depuis 2 nuits à cause d'une facture d'hôpital pour sa mère âgée. Le chiffon glissa. Le cadre ancien, un portrait de famille du grand-père d'Alexandre peint à l'huile, tomba avec un bruit sec. Le verre se brisa en étoiles, le cadre se fendit. Alexandre explosa. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. « Sophie, pour l'amour de Dieu, combien de fois dois-je vous répéter d'être prudente avec les objets de valeur ? Ce tableau vaut plus que tout ce que vous gagnerez en 10 ans. Vous êtes renvoyé. Immédiatement. Prenez vos affaires et disparaissez. Je ne veux plus vous voir dans cette maison. » Sophie descendit de l'escabeau, pâle comme un linge, les mains jointes. « Monsieur Laurent, je suis sincèrement désolée. Je paierai les réparations. Je travaillerai gratuitement le mois prochain, Mais Alexandre, aveuglé par la rage accumulée, ne l'écoutait pas. « Dehors! Tout de suite !» Il tourna les talons et monta dans son bureau sans un regard en arrière. Sophie resta figée un long moment, le cœur broyé. Elle ramassa lentement ses quelques affaires dans le petit vestiaire du personnel. Un pull de rechange, une bouteille d'eau, la photo froissée de Théo à 5 ans qu'elle gardait dans son casier. Elle sortit par la porte de service, sous la pluie fine qui mouillait son visage et se mêlait à ses larmes. Dans le métro qui la ramenait à Gennevilliers, elle pleura sans bruit, le front contre la vitre froide. Comment allait-elle survivre ? Son salaire payait le loyer, les médicaments de sa mère, les cours de piano de Théo qu'elle finançait en secret. Mais surtout, comment allait-elle vivre sans voir son fils ? Elle rentra dans son appartement minuscule, s'assit sur le lit étroit et écrivit une lettre d'une main tremblante. Elle la posta le lendemain matin sans savoir si Alexandre la lirait un jour. À la villa, le vide se fit sentir immédiatement. Théo rentra de l'école à 16 heures, son cartable sur l'épaule. « Papa, où est Madame Sophie ? Elle avait promis de m'aider pour mon exposé sur les volcans. » Alexandre, encore irrité, répondit sèchement « Elle ne travaille plus ici, Théo. Elle a cassé un objet précieux. » Le garçon resta bouche bée. « Mais elle est comme de la famille. Elle sait toujours où j'ai rangé mes partitions. » Il monta dans sa chambre en claquant la porte. Les jours suivants furent un calvaire. Théo refusait de manger, jouait du piano avec des fausses notes, demandait sans cesse des nouvelles de Madame Sophie. Alexandre commença à ressentir un malaise diffus. La maison semblait plus froide, les repas moins savoureux, et surtout, il voyait son fils dépérir. Il regretta son impulsivité, mais son orgueil l'empêchait d'admettre l'erreur. Puis la lettre arriva, glissée dans une enveloppe simple, sans timbre luxueux. Alexandre l'ouvrit dans son bureau, sous la lumière tamisée de la lampe en bronze. Les mots de Sophie le frappèrent comme un coup de poing. « Cher monsieur Laurent, je sais que vous ne voulez plus entendre parler de moi, mais je ne peux plus porter ce poids seul. Théo est mon fils biologique. Il y a 13 ans, cette nuit où Claire était si malade, nous avons partagé un moment que je n'oublierai jamais. J'étais enceinte. Claire l'a découvert et m'a proposé un marché. Je donnai naissance. Elle élevait l'enfant comme le sien.
J'ai accepté pour que Théo ait la vie que je ne pouvais pas lui offrir. J'ai renoncé à tout, légalement, financièrement. Mais je suis resté pour le voir grandir, pour être là quand il tombait, pour l'entendre rire. En me renvoyant, vous avez chassé la mère de votre propre fils sans le savoir. Je vous supplie de ne rien dire à Théo si cela doit le détruire. Je disparais pour toujours. Sophie. Alexandre relut la lettre 10 fois, les mains tremblantes. Le monde tournait autour de lui. Les souvenirs affluaient. Cette nuit d'orage, le parfum de Sophie, la joie immense à la naissance de Théo qu'il avait cru être un miracle médical avec Claire. Il appela son avocat personnel, fit prélever discrètement des échantillons ADN sur une brosse à dents de Théo et sur un cheveu trouvé dans les affaires de Sophie qu'il avait gardées. Les résultats arrivèrent 48 heures plus tard. Correspondance parfaite. Sophie était la mère biologique à 99%. Alexandre resta prostré dans son fauteuil toute la nuit, pleurant pour la première fois depuis la mort de Claire. Le lendemain, il prit sa voiture, un coupé noir aux vitres teintées, et roula jusqu'à Gennevilliers. Il trouva l'immeuble délabré, monta les escaliers étroits jusqu'au 3e étage. Sophie ouvrit la porte, les yeux cernés, en robe de chambre usée. « Monsieur Laurent » murmura-t-elle. Il entra sans un mot, posa la lettre sur la table. « Pourquoi tout ce temps ?» Sophie s'assit, la voix brisée par des années de silence. Elle raconta tout. La peur, le sacrifice, l'amour inconditionnel pour Théo, les nuits passées à pleurer en regardant les photos volées. Alexandre l'écouta, le visage ravagé. « J'ai renvoyé la mère de mon fils, comme une moins que rien. » Il tomba à genoux devant elle, lui prit les mains. « Reviens, pas comme employé, comme mère de Théo, comme la femme qui a toujours été là. » Sophie pleura longtemps. Ils rentrèrent ensemble à la villa. Théo était dans le salon, jouant une mélodie triste au piano. Alexandre s'assit près de lui. « Mon garçon, il faut que nous parlions. Madame Sophie. Sophie est ta maman biologique. » Théo leva des yeux immenses, confus, puis pleura en se jetant dans les bras de Sophie. « Tu as toujours été là, maman. » Le soir même, ils dînèrent tous les trois pour la première fois comme une vraie famille. Sophie prépara son gratin dauphinois préféré. Alexandre ouvrit une bouteille de vin qu'il gardait pour une grande occasion. Et Théo raconta ses rêves de pilotage en riant enfin. Les mois suivants transformèrent la villa. Alexandre vendit plusieurs propriétés pour simplifier sa vie, passa plus de temps avec son fils et avec Sophie. Ils firent ensemble le voyage en Italie que Théo rêvait depuis longtemps. Sophie quitta son uniforme pour des robes simples mais élégantes, et Alexandre découvrit la femme forte, drôle et aimante qu'il avait ignorée pendant 13 ans. Il y a su des larmes, des disputes sur le passé, des nuits où Alexandre se réveillait en sursaut en repensant à toutes les fois où il l'avait traitée comme une ombre. Mais il y eut surtout des rires, Théo apprenant à appeler Sophie maman sans gêne, les promenades au bois de Boulogne où ils marchaient main dans la main, les soirées où Alexandre racontait ses débuts difficiles avant la fortune. Le secret de naissance, ce poids immense qui avait écrasé Sophie pendant plus d'une décennie, devint enfin une lumière. Alexandre comprit que la vraie richesse n'était ni dans ses comptes en banque, ni dans ses yachts, mais dans ce lien fragile qu'il avait failli briser à jamais. Sophie, elle, trouva la paix qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle ne fut plus la femme de ménage invisible. Elle devint la femme aimée, la mère reconnue, la compagne d'un homme qui avait enfin ouvert les yeux. Et Théo, au milieu de tout cela, grandit avec la certitude que l'amour vrai peut survivre à tous les mensonges, à toutes les erreurs, à tous les renvois impulsifs. Le milliardaire qui avait renvoyé sa femme de ménage sans savoir qu'elle était la mère de son fils, avait par cette faute reçu le plus précieux des cadeaux. Une famille complète, un amour retrouvé, une seconde chance que l'argent ne pouvait pas acheter. Dans les jardins de Neuilly, les roses continuèrent à fleurir, mais cette fois, elles embaumaient pour 3 personnes unies par un secret qui n'en était plus un. Et quelque part, dans le ciel, Claire souriait peut-être, sachant que son sacrifice ultime avait finalement permis à l'amour de triompher. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un renvoi injuste. C'est le rappel que derrière chaque visage discret se cache parfois le destin entier d'une famille. Que les secrets de naissance, aussi lourds soient-ils, finissent par éclater pour guérir plutôt que pour détruire. Et que même le plus puissant des milliardaires
peut apprendre l'humilité en perdant, l'espace d'un instant, ce qu'il ne savait pas posséder. Sophie, Alexandre et Théo vécurent ainsi, jour après jour, dans une villa qui résonnait enfin de vrais rires d'enfants, de baisers tendres et de promesses tenues. Le rideau tombe sur une fin que personne n'avait prévue, mais que le cœur avait toujours espérée.